Alors, celui-là, le syndrome du gisant, c'est, je dirais, le livre phare. C'est-à-dire que, pour plaisanter, je dirais, quand je vais disparaître, je pense qu'on va retenir mon nom avec les morts. Salomon Selam, c'est le gisant, comme certains auteurs, ils sont catalogués avec un livre, etc. Pourquoi? Parce que l'histoire de ce livre est très simple. C'est encore la recherche clinique, pour ça que ça s'appelle psychosomatique clinique et humaniste. Clinique, ça veut dire c'est les recherches cliniques, c'est-à-dire que je ne fais rien de spécial, je reçois des gens. Et là, donc, j'ai reçu deux personnes, après coup sur coup, et je comprenais rien à leur histoire. Et finalement, c'est en analysant trois choses en même temps, donc mes troubles du sommeil, mes propres troubles du sommeil, le cas clinique de monsieur timide et le cas clinique de l'enfant hibernatus. Et c'est là que, boum, j'ai fait le tilt. C'était, je me rappelle très bien, c'était donc la nuit à 4-5 heures du matin, je me suis réveillé, boum, ça m'a sauté à la figure comme ça. Et je me dis, putain, mais c'est les morts, il y a une histoire de mort, etc., etc. Alors moi, je ne savais pas à l'époque que j'étais bourré de fantômes, hein, de défunts, de mémoire de défunts. Et finalement, quand j'ai eu la clé de ça, donc j'ai repris les consultations, j'ai revu Monsieur Timide, et il y a eu une guérison incroyable avec son fils et sa fille. Et moi, je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Alors bien sûr, je le détaille dans d'autres vidéos, je le détaille, etc. Là, j'ai juste pour vous montrer un petit peu la stupéfaction dans laquelle j'étais, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que j'étais là, je dis, attends, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Et au début, donc, j'ai commencé à écrire ces cas, hibernatus et surtout Monsieur Timide. Et donc ça, c'était en avril, mai, juin 2001. Et ensuite, j'ai commencé à en parler tout de suite. Moi, vous savez, je ne peux pas garder les choses pour moi, hein. Donc moi, dès que je trouve quelque chose, j'en parle à mes étudiants. Alors, soit c'est bon, on le garde, soit c'est pas bon. Ils me disent non, non, ton truc c'est nul ou c'est pas ça, il faudrait modifier. Donc j'écoute, hein, mes étudiants surtout. Donc j'ai beaucoup d'amis ostéopathes, psychothérapeutes, psychologues, etc. et qui me font des retours. Donc vraiment des amis me font des retours sur des critiques et ils me disent là, il y a quelque chose parce que tout de suite j'en ai parlé à mes étudiants. Tout de suite, on l'a vérifié et ça a été comme une traînée de poudre, une explosion atomique dans le monde transgénérationnel. Et c'est quoi le syndrome du gisant? Ben, c'est résumé par la phrase qui est là, donc c'est la mise en évidence, preuve à l'appui, hein, de l'existence d'une dynamique transgénérationnelle automatique. Automatique, ça se fait totalement inconscient, de réparation à la suite d'un drame familial à type de décès injustifié, injustifiable. Ça veut dire tout simplement que on n'y croit pas, quoi. C'est pas possible. Alors je vous donne un exemple. C'est la mort d'un enfant, la mort d'un adolescent, d'un adulte jeune, ou même d'un mari ou d'une femme, comme ça, de maladie, d'accident, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle des décès injustifiés, injustifiables, inadmissibles pour le clan. Et ben là, il y a un mécanisme de réparation qui se fait automatique, qui se met automatiquement, et la réparation, ça veut dire qu'il en manque un, et ben, on va en refaire un. L'exemple typique, c'est l'histoire de Salvatore Dali, de Vincent Van Gogh, même de Serge Gainsbourg, de Camille Claudel, de Chateaubriand, de Mozart, etc. C'est ce qu'on appelle l'enfant de remplacement. Mais là, c'est un enfant de remplacement plus subtil. On ne le fait pas juste après le décès de l'enfant. On fait ça donc à 1, 2, 3, 4, 5 générations. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir avec un motif de consultation. Alors tenez-vous bien ça. C'est vague. C'est par exemple, je suis pas bien, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. C'est des gens qui errent de cabinet en cabinet avec des thérapies, des psychothérapies des fois longues, des psychanalyses de plusieurs années avec ce motif. Mais moi j'ai entendu cette phrase, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie, mais des centaines, aujourd'hui des milliers de fois. Et ça, c'est égal le syndrome du gisant. Pour moi, c'est ce qu'on appelle en médecine un signe pathognomonique. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit « j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie », pof, allez hop, le gisant, et on va chercher dans l'arbre généalogique les morts injustifiées, injustifiables. Et qu'est-ce que je fais dans la réparation? Alors au début, je pensais que c'était un phénomène, mais ça a pris tellement d'ampleur, j'ai été obligé de faire une deuxième version 2 ans après. Il est sorti en 2003, ce livre. En 2004, je revois donc une autre version. Entre-temps, les ventes ont explosé
Et je peux dire qu'aujourd'hui, grâce aux morts, grâce à la réparation, bah, ça fait vivre à peu près les éditions Bérangel, puisque on en est aujourd'hui à plus de 120 000 en français, en italien, je ne sais pas combien, en espagnol, on dépasse les 30-40 000, etc., etc. Et donc là, complètement indépendant de ma volonté. Mais je me suis posé des questions. Et là, j'ai un copain, lui, qui a écrit donc des livres, et il me dit, tu devrais faire le Gisant 2, après le Gisant 3, etc., etc. Je dis, non, c'est pas possible, moi. Ça y est, il est écrit pour tout le temps, je change rien. Et au bout de 15 ans, 18 ans, je me suis mis à changer un petit peu, et donc j'ai réécrit la 3e version que j'ai là sous la main, alors j'ai rien changé, j'ai enlevé quelques petits trucs, mais j'ai rajouté des choses, et notamment l'utilité du syndrome du gisant dans notre fonctionnement de l'inconscient collectif. Non pas collectif au sens jungien du terme universel, mais collectif au niveau familial. Et là, je me suis aperçu que c'était un mécanisme automatique, c'est-à-dire c'est un mécanisme de survie du clan. Non, c'est pas un mécanisme de survie de l'individu, mais c'est un mécanisme de survie du clan. C'est-à-dire que le clan a besoin de tous ses individus, de tous ses membres, et donc quand il en manque un, non, c'est pas possible, il en manque un, donc il faut le remplacer. Alors la première vague des gisants, alors pour qu'on soit bien d'accord, le gisant c'est le patient. Et les défunts, c'est les morts avec lesquels je suis relié, etc. Alors, la première vague, c'était ce que j'appelle les unimorts. C'est-à-dire que voilà, j'ai un mort en mémoire, je prends sa place quelque part, ou j'occupe sa place. Et là, il y a quelque chose de très bien, c'est le mobile de Bert Hellinger. Lui, il disait, donc, une famille, c'est quoi? C'est un mobile, avec plein de pièces. Et chaque pièce a son poids, a sa couleur, a sa forme et a sa position. Eh bien, si vous enlevez ne serait-ce qu'un tout petit, un bébé par exemple, un tout petit truc de quelques grammes, ben, ça peut complètement déséquilibrer. Donc, le but du jeu, c'est de refaire quelqu'un pour remplacer et de rééquilibrer. C'est un petit peu l'image qui est assez parlante, donc, et je rends hommage à M. Bert Hellinger qui nous a quittés il y a peu de temps, quelques années. Donc, la réparation transgénérationnelle se fait de manière automatique. Et là, la force de ce livre, c'est quoi? C'est la clinique, c'est-à-dire que j'ai appelé ça le syndrome du gisant, parce qu'un syndrome en médecine, c'est plusieurs symptômes. Et quand vous avez ces symptômes ensemble, égale syndrome du gisant. Et là, donc, j'ai modifié un peu quelques trucs, j'ai rajouté comment dire, mes conclusions au bout de plus de 15 ans d'études de ce syndrome. Alors, vous imaginez, j'ai vu aujourd'hui des centaines et des centaines, voire des milliers de cas de syndrome du gisant entre les consultations, les stages thérapeutiques, les formations, etc., etc. Et surtout, donc, les choses qui ont été vérifiées par tous mes étudiants, les thérapeutes que j'ai formés, qui l'utilisent. Il y a même des gens qui utilisent la thématique du syndrome du gisant, qui ne m'ont jamais vu, mais simplement parce que j'ai écrit ce livre pour que la personne puisse le lire et puisse sortir de ça le plus rapidement possible. Alors, le gros problème, c'est, dans les modifications, c'est que je pensais qu'avec un mort, ça suffisait. Ben, il y a des gens, c'est pas ça. Ils ont 2, 3, 4, 5, 6. Le record du monde, c'est 34 vérifiés. C'est moi-même qui ai vérifié 34. Personnellement, donc quand j'ai étudié mon arbre généalogique, là, je me suis rendu compte qu'il y avait 10. J'avais 10 défunts, la mémoire de 10 défunts, je devais remplacer 10. Alors vous imaginez la tronche que c'est peut-être un petit peu pour ça que je fais psychothérapie et que j'étais un petit peu original depuis mon enfance, depuis ma naissance, si je dirais. Mais grâce à ça, grâce à, je dirais, la sublimation, c'est-à-dire prendre une thématique qui peut être difficile, mais la rendre belle et la donner au monde, à l'univers, eh ben, je dirais, je suis heureux d'avoir écrit ce livre qui a aidé jusqu'à aujourd'hui des centaines et des centaines de personnes. Et ce qui me fait le plus plaisir, pour être plus honnête, c'est que c'est utilisé par tout le monde. Ce n'est pas l'exclusivité du docteur Salomon Selam, c'est l'exclusivité de l'univers, de notre inconscient collectif. Et pour moi, ce legs est d'une importance capitale.